Chers internautes, bonsoir et désolé pour ce retard. Bienvenue pour ce nouveau Carte sur table, le 13e numéro. Bonsoir, docteur à l'Ouest. Ah, salut Raphaël, salut à tout le monde dans le chat. Et on est que nous deux ce soir, il n'y a pas Miloud. Il n'y a pas Miloud, il n'y a pas Filou, il n'y a pas Filou, Lazare. il n'y a pas Lazare, il n'y a pas de hasard. Et cette émission est proposée grâce au magazine Nexus. Voilà. Donc le numéro de mars-avril est en kiosque, le numéro 163. Vous pouvez le retrouver, et bien évidemment, dans tous les kiosques bien achalandés. Vous pouvez même vous abonner ou le commander en ligne. Voilà. Aujourd'hui, c'est Pâques. C'est Pâques, tout à fait. Donc peut-être que Miloud, il est encore en train de chasser des œufs, là. On ne sait pas, c'est pour ça qu'il ne nous a pas rejoints. Des œufs ou des cloches ou des lapins. Voilà. On ne sait pas. Ou des poules. Des poules, parce que c'est pas mal. Les poules, ici, elles pondent elles-mêmes des œufs en chocolat. Comme ça, on gagne du temps. Bah ouais, ça évite de devoir les faire soi-même. Et dans le chat, vous avez fait la chasse aux œufs ce soir. S'il y en a qui peuvent témoigner de leur journée à la recherche des chocolats. Salut Marie, salut Ruda, salut Tislude, Monique, enfin tout le monde dans le chat. C'est super de nous rejoindre ce soir. Salut Oko. Poulet, alors, il chasse les poulets, ouais. Bah, s'il revient en garde à vue, pardon, s'il finit en garde à vue, on saura pourquoi. Voilà, il y a pas mal de monde. T'as du monde. Ouais, non, c'est bien. Dans le chat. Je peux pas passer tout le monde, mais voilà, ça fait plaisir. On vous a concocté voilà une soirée un petit peu plus frivole, un peu plus badine, un peu plus légère, un peu moins tendue, un peu moins axée sur l'actualité internationale que d'habitude, puisque ce soir on a choisi de vous montrer quelques coups de gueule à la télé, dans les médias, à la radio et ailleurs. Quelques moments mémorables, quelques aussi moments de solitude, quelques masterclass parfois aussi, devant un plateau médusé. Voilà. Docteur ? Écoute, on a pris des petites séquences que certainement les gens connaissent et peut-être d'autres pas, mais en tout cas, bon, c'est ce qui fait le charme de la télévision parfois, c'est d'avoir des petits moments, tu vois, insolites, des coups de gueule. C'est vrai qu'on s'est concentré un peu sur les médias mainstream, on aurait pu essayer de regarder un peu plus dans les médias alternatifs, peut-être pour une autre émission. Voilà, alors on est remonté jusqu'à 2010, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait un petit peu moins de 20 ans de rétrospective. Voilà, je vais mettre mon téléphone sur silencieux, ce sera mieux. Et donc on peut commencer peut-être avec le premier. Vas-y. C'est WeFM. Pour ceux qui, ça ne nous rajeunit pas, donc 2010, on est le 23 février 2010 sur WeFM, et c'est donc l'inénarrable, j'allais dire, Francis Lalanne. WeFM, le podcast du rock. Désolé pour le jingle, j'aurais dû l'enlever. Francis, vous qui vous êtes souvent présenté en politique, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de la République un jour ? Si je suis président, j'appelle le FMI, je dis la dette, vous la carrez dans le fion les copains. Vous faites ça si vous êtes président ? Ouais. Vous appelez le FMI, vous lui dites ? Ils vont faire quoi ? Donc vous dites la dette, on se la carre dans le fion. Mais on n'a pas de dette. Moi, contribuable français, je suis pas d'accord. J'ai pas donné mon pognon pour que les mecs ils fassent de la spéculation, ils empruntent, ils se prennent des voitures de fonction, ils s'augmentent leur salaire. C'est comme ça que ça marche. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On n'est pas au pays de Candy non plus. Mais je ne suis pas d'accord. Bah oui. Et je ne suis pas d'accord. Et je peux te dire que il y a aucune raison que ça marche comme ça. Il y a des pays où ça marche pas comme ça. Oui, mais où par exemple ? Tu sais. Il y a des endroits où, plus ou moins, hein, oui, parce que le monde, il est pas encore parfait. Plus que là. Non, mais là, je pense que chez nous, là, moi, demain, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire une commission, pas issue du giron politique, tu vois, mais de gens issus du monde de l'entreprise pour auditer les dépenses de l'État. Le MEDEF ? Le MEDEF, ils sont dans la combine. Non, des gens comme toi et moi. Attends. Si on me met dans la combine, là, ça va être le bordel. Hein. Si on vous met vous, je n'ose même pas imaginer. C'est une partie de bowling. Moi, tu me lâches, moi, dans la compta. Oh là là. Tu me lâches dans la compta de l'Élysée. Attends, les mecs, je te les fais exploser, je te jure. C'est-à-dire quoi ? Vous seriez prêt à regarder la compta ? Moi, en plus, tu sais, moi, je suis chef d'entreprise. Hein, j'ai pas l'air comme ça. Mais vous faites toujours le truc des petits soldats et les figurines. Mais moi, je sais comment ça marche, tu vois. Moi, je sais comment ça marche. Et vous seriez ça
Ah, je te jure, moi, tu me lâches là-dedans, et les Français, ils vont savoir comment on gaspille leur pognon. Parce que je peux te dire qu'aujourd'hui... Attends, et là, les mecs... Non, mais vous feriez quoi, par exemple? J'audite, je fais l'audit. Avec un comptable. Je fais l'audit des dépenses de l'État. Et ça, pourquoi personne ne le propose? Vous pensez que... mais tu t'imagines pas, là, où tu fais le candide, où tu ah non, prends un peu mais pour non, un mais con. je pense pas. Non, mais je pense que si c'était aussi inégal que ça fait longtemps que le truc aurait explosé. Ah ouais, c'est ce que, voilà, c'est ce que tu penses, voilà. Bah, écoute, si c'est à cause de ça que les gens bougent pas. On est en démocratie quand même. On n'est pas encore au pays des rois. Mais ça veut dire quoi, les pays des rois? Ça veut dire quoi, le pays des rois? Aucun roi de France n'a eu autant de pouvoir que Nicolas Sarkozy. Aucun. Attends, écoute, simpliste. Attendez, mais les mecs, c'est pas des. Non, mais ça, en gros, ça voudrait dire, ça résumerait à dire. Tous pourris, quoi. Pourquoi un député, ça gagne plus qu'une infirmière? Tu m'expliquer? Non, mais tous les députés. On arrête de parler de ça, ça me gonfle. Ça me gonfle. Non, mais attends. Tous les politiques sont pas des corrompus. Tous les politiques sont des corrompus. Tous. Parce que le système est corrompu. Donc, même les gars qui veulent pas être corrompus sont corrompus. Donc, on est dans un système où tu votes pour des gens qui vont travailler pour d'autres, pour leur parti, pour leur mafia, pour leur secte. Pour leur mafia? Ouais, pour leur mafia. Voilà, c'est tout. Donc Hollande, il est corrompu. Montebourg, il est corrompu. Oui. Attends, c'est des mecs, ça c'est des mecs. Ça veut dire quoi? Mais va à l'Assemblée nationale, je te jure, là, tu me gonfles, va à l'Assemblée nationale. Tu vas voir, qui est-ce? Il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale. Il n'y a que les lobbyistes qui sont là. Attendez. Il n'y a que les lobbyistes. Bon, je parle pas de ça, ça me gonfle. Ça me gonfle pas. Attends, ça fait 2 heures, on parle de quoi, là? Ben, on parle de politique, vous vous êtes présenté sur des livres. Mais ça va, c'est bon. Non, mais attendez, c'est vous qui vous énervez tout seul. Ça m'énerve de parler à quelqu'un. Vous êtes en train de bouffer le mandarine, en train de m'engueuler parce que soi-disant tous les politiques sont corrompus, que je vous dis que c'est pas vrai. C'est poujadiste, ce que vous dites. Écoute, moi je te dis, le système est corrompu. C'est quoi le système? Le Parti socialiste? Non, le système politicien, le clivage partisan. Mais ça veut rien dire, le système politicien. Non, mais ça veut rien dire. Ouais. Non, c'est par rapport à ta casquette. Il y a eu des commentaires sur ta casquette. Bon, je les ai passés à l'antenne. Je les ai passés, je les ai affichés. Non, c'était juste pour dire aux gens, en fait, qui a raison dans cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'animateur qui fait semblant d'être un petit peu naïf, tu vois, et puis t'as en face de lui un Francis Lalanne qui bouffe. Il mange, je sais pas quoi, une mandarine. Croissant, peut-être c'est le matin, je pense. Ouais. Donc bon, tu sens que les deux, finalement, ils sont pas faits pour faire une émission ensemble. Ils auraient pas dû faire une émission ensemble. Et là, il parle du clivage partisan. J'aime bien. C'est PSG contre OM. C'est parti. Ouais. Si. Ben non, ça veut rien dire. Écoute, mon grand. Juste, pour que je comprenne bien exactement ce que vous me dites. Repose-moi la question différemment. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le clivage partisan? Ah non, mais c'est vos mots, parce que moi je comprends même pas ce que ça veut dire le clivage partisan. Vous m'avez dit tous les députés sont corrompus. Oui ou non? Écoute-moi, je suis un petit peu venu faire de la promo. Oui, on va la faire, mais maintenant j'en ai plein le cul. Maintenant je vais te répondre. Et puis t'arrêtes de me parler comme si j'avais pas fait d'études. Je vais t'expliquer quelque chose, ce que ça veut dire le clivage partisan. Okay. C'est pas parce que tu comprends pas les mots que je suis un crétin. Écoute-moi bien. Je suis en train d'employer un mot que tu comprends pas. Ben oui, je vous le dis. Alors, d'accord. Mais tu me le dis pas comme si moi j'étais un crétin parce que je connais un mot que tu connais pas, d'accord? Alors, le clivage, c'est quand il y a quelque chose qui est coupé en deux, tu vois? Un clivage. Tu prends ton dico et t'apprends ce que ça veut dire le mot clivage. C'est quand un truc est coupé en deux, d'accord? Donc, tu as un clivage partisan. T'as la droite et la gauche, d'accord? Comme t'as le PSG et l'OM. Oui, attends, tu me laisses terminer. T'as le PSG et t'as l'OM. C'est 2 clubs de foot. Okay? Donc, les gars qui sont pour l'OM, ils disent le PSG, c'est des enculés. Et les gars qui sont pour le PSG, ils disent l'OM, c'est des enculés. Et on fait de la politique comme ça en France. C'est-à-dire que on n'est pas en train de débattre des sujets, on est en train de dire qui a raison, qui a tort. Et les mecs, c'est les mêmes. Ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir, de la gauche et de la droite. Et nous, on est de plus en plus dans la merde. Et on les regarde dans leur voiture de fonction, dépenser le pognon du contribuable, à nous foutre dans la merde. Ah, le mec, il est élu président de la République, la première chose qu'il fait, il augmente son salaire. Et toi, tu dis, mais les mecs, c'est pas des enculés, les mecs. Ils sont bien, les mecs. Le mec, il arrive, il augmente son salaire et il dit à tous les gens qui demandent d'augmenter les bas salaires, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. C'est ton pognon, c'est l'argent qu'on prend sur tes impôts. Je vous sens énervé, hein. Ouais, tu m'as gonflé. J'aime pas le ton, tu vois. Je suis pas un crétin, j'ai 51 ans. Écoute-moi! J'ai 51 ans. T'es un bébé, j'étais déjà en train de faire de la radio. Tu vas pas m'emmerder, ok? Je suis arrivé tranquille, tu me parles un petit peu d'ironie, ça va, mais trop c'est trop, d'accord? Je vous posais une question simple. Tu m'emmerdes. Fais chier. Là, je suis pas payé, toi t'es payé, d'accord? Ok? Me fais pas chier. Tu programmes mes chansons sur ta radio? Non, mais moi je programme pas. Je t'emmerde, toi et ta radio. Voilà. Mais non, Francis, j'ai pas... Ouais. On a gonflé. Bon, bah là, il se casse.
Alors, comment tu réagirais, Raph, si jamais tu devais recevoir un Francis dans cet état? Mais déjà, je serais moins en opposition frontale de base parce que je comprends un peu ce qu'il veut dire. Voilà. Mais alors, ça me fait penser parce que je pense que Francis Lalanne a dû voir le film 1000 milliards de dollars de Verneuil. Ah oui, je l'ai vu, ouais. Avec Patrick Devers. Et dedans, il y a ce truc-là, il nous regarde. Parce qu'il dit ça, ça fait 50 ans, il nous regarde. Et ça fait penser justement à cette fameuse tirade que le héros écrit dans le film à propos des grosses entreprises et qu'elles nous regardent du haut avec nos folklores, avec nos drapeaux, avec nos grosses bombes, et que pendant qu'on est en train de s'écharper sur tel ou tel sujet entre nous, eh ben, eux, ils écrivent en bas de leur bilan comptable 1000 milliards de dollars. Excellent film. Ouais, non, il est bien. Mais non, mais moi je parle par rapport à la réaction de Lalanne. En fait, si tu veux, c'est le fait que Lalanne bouffe, il est en train de manger, quoi. C'est, tu vois, autant le journaliste qui lui parle en face, tu sens qu'il y a un mépris dans le ton de sa voix, tu vois. Et autant Lalanne, le fait qu'il montre, il affiche clairement que bon, il méprise lui aussi, il emmerde le journaliste, tu vois. Donc on peut arriver qu'au clash, quoi. Mais c'est comme si, par exemple, moi, je vais pas en rajouter une couche, mais j'avais en face de moi des gens qui me parlaient de, vous le savez dans le chat, hein, j'ai pas besoin de le dire. D'ailleurs, vous dans le chat, au fait, vous en pensez quoi? Vous étiez de quel camp? Du clan du journaliste ou du clan de Lalanne? Oh, je crois qu'ils étaient, pour la plupart, j'en ai passé pas mal des commentaires. Ils étaient oh là là, ouais. Ouais, un petit peu. Alors, l'extrait suivant, on va passer. Donc, celui-là aussi, il est plutôt d'anthologie, un peu long peut-être. Alors, c'est Michel Colomb, c'est ça? Qui explique la différence entre les bons et les mauvais arabes. Je vais pas le passer en entier. C'est lequel que tu as pris? C'est son passage chez Tadi. Chez Tadi, il y en a deux. Ouais, il y en a, ouais. J'ai pris celui qui est un peu long. Je vais pas le mettre en entier, mais il explique la différence entre le bon et le mauvais arabe. C'est un petit peu, c'est pas comme le bon et le mauvais chasseur, mais on n'est pas loin. Ouais. Ah. Voilà, plus d'image. Ouais. Excusez-moi. J'ai mal coupé l'extrait, excusez-moi. Michel Colomb, ce soir ou jamais, c'est l'émission. Je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit ah non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Je pense que ce serait important de prendre du recul, comme on vient de le faire, de remettre ça dans un contexte. Et justement, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans cette émission, qui est assez exceptionnelle, néanmoins, je pense que vous avez fait une erreur en m'invitant, parce que quand j'entends toutes ces choses-là, je me sens un peu un idiot. Ça fait déjà 10 fois qu'on m'explique la différence entre un bon arabe et un mauvais arabe, et je dois être idiot parce que j'ai toujours pas compris. Quel est le critère pour l'Europe, pour les États-Unis, pour distinguer le bon arabe et le mauvais arabe? Si on songe naïvement, par exemple, c'est là où on organise des élections. Alors dans le monde arabe, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais il y en a eu une, c'était en Palestine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le Hamas a eu 56%. Le cher président palestinien non élu ou pas réélu, qui est l'ami de l'Europe et des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a destitué le Premier ministre qui avait 56% et il a nommé un type qui en avait 2%.
alors là, on se dit, bon, ça c'est un mauvais arabe, il ne respecte pas les élections. Non, c'est lui le bon arabe, et ceux qu'on a bombardés, c'est les Palestiniens parce qu'ils avaient mal voté. Alors on peut essayer de trouver un autre critère. On peut dire, par exemple, c'est la question des femmes. Et là, on peut dire, oui, le Hamas, sur la question des femmes, pas excellent. Mais je me souviens, pour avoir été en Irak, justement, pour voir les conséquences sur la population civile des bombes que votre camp avait lancées. Je me souviens qu'en Irak, il y avait peut-être beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il y avait une éducation et des soins de santé formidables. Et j'ai vu des femmes dans des ministères qui commandaient à des hommes et tout le monde trouvait ça normal. Comparé maintenant, donc, je me suis dit, ça c'est des bons Arabes. Non. Les Irakiens, vous vous souvenez, Madeleine Albright disait, est-ce que ça vaut la peine que 500 000 enfants irakiens soient morts à cause du blocus et de l'embargo appliqué par les gens que vous admirez, les États-Unis, la France, etc. Et elle a répondu oui. Donc les Irakiens qui avaient émancipé la femme, c'était pas les bons Arabes. Les bons Arabes, c'est par exemple l'Arabie Saoudite, où il est interdit à une femme d'aller, de faire des études, de voyager, d'aller à l'hôpital sans son mari, etc. Eh bien, je voudrais, mais je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais continuer ce point pour montrer qu'on est complètement dans l'hypocrisie et dans le deux poids et deux mesures. Si vous prenez un autre critère, par exemple le terrorisme, en principe, un bon Arabe, ça va être quelqu'un qui ne fait pas d'attentat. Pas de chance. Il y a un certain Ben Laden qui a fait des attentats contre un gouvernement en Afghanistan sur lesquels on pouvait dire des choses, mais qui avait émancipé les femmes. Et là, on a, Ben Laden, mauvais arabe. Alors, non. Le gouvernement dont vous parlez, celui de Najibullah, qui était soutenu par les soviétiques. Exactement, dans les années 80 en Afghanistan. Et donc, on va dire Ben Laden, il fait des attentats, c'est un mauvais arabe. Ah non, il est aidé, financé par M. Carter, Brzezinski, etc. À l'époque. Donc, on dit Ben Laden, mauvais arabe. Bon arabe, puisqu'il fait des attentats financés par les États-Unis. Malheureusement, après, il fait les mêmes attentats contre les États-Unis. Et donc, le bon arabe devient un mauvais arabe. Si on prend maintenant la question actuelle, la question de la violence et de la répression, on nous dit Kadhafi a tiré sur les civils. On attend les preuves. On nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans. Mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. Je pense on ne les voit pas à la télévision, ça c'est sûr. Voilà, et on n'a pas ces choses, donc ça, on le répète, on passe en boucle. Il faut se souvenir qu'il y a eu des médias mensonges avant. Il faut quand même se souvenir qu'avec Google maintenant, si je veux voir dans votre jardin la couleur de vos chaussures, je peux. Et les États-Unis ne seraient pas capables de nous montrer les massacres de 6 000 personnes qui ont eu lieu. Michel Colomb, vous savez bien que quand vous regardez sur Google dans mon jardin, c'est il y a 6 mois que vous voyez mon jardin. Non, c'est il y a 1 heure. Non, ça a changé alors. Ouais, parce que ça a changé. J'ai regardé récemment mon jardin, c'était il y a 6 mois. Juste un point pour conclure ce raisonnement par rapport justement à ça. Admettons même que Kadhafi ait fait des choses. C'est certainement pas un tendre et c'est pas mon modèle de dirigeant pour un pays du tiers-monde. Mais il y a une chose quand même. Au moment où on fait cette résolution pour aller bombarder en Libye, et j'ai été en Irak, j'ai été en Yougoslavie, je sais ce que font les bombes, et vos bombes françaises, vos bombes des États-Unis vont tuer des gens, des femmes, des bébés et des vieillards. Et ça, dans quelques jours, on va le voir, et il faudra réfléchir à la responsabilité qu'on prend. Au même moment, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Il y a des massacres épouvantables de manifestants civils qui, ceux-là, sont vraiment désarmés. Et qu'est-ce qu'on fait? Les États-Unis et la France aident le Yémen. Il se passe au Bahreïn des choses épouvantables où on tire directement sur des manifestants désarmés. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les États-Unis qui l'ont organisé en envoyant 2000 Saoudiens pour aller tirer sur les manifestants désarmés. Alors je m'excuse, si on veut changer de régime, si on veut mettre fin à certaines dictatures, eh bien je peux fournir à M. Sarkozy et à Obama l'adresse où se trouve le roi Fahd, et ils n'ont qu'à commencer par celui-là. Seulement, évidemment, celui-là, c'est leur ami, il leur dit merci. Et le bon arabe, finalement, dans toute cette définition, c'est l'arabe qui est à genoux, qui donne son pétrole aux États-Unis. Et celui-là, il pourra traiter les femmes en esclaves, commettre des tortures, du terrorisme. Celui-là, on lui fera rien, parce qu'il dira toujours merci aux États-Unis et à M. Sarkozy. Voilà, masterclass. Masterclass, je crois. Alors, faut préciser, on est en 2011, c'est pendant la guerre en Libye. Il y avait Sarkozy, il y avait BHL qui avait fait la promotion de l'intervention française dans tous les plateaux de télé. Il s'était basé sur un média mensonge, comme le rappelle souvent Michel Colomb, à savoir, il avait dit partout sur les plateaux télé BHL, Bernard-Henri Lévy, que l'armée, l'aviation de Kadhafi avait tiré sur son peuple, ce qui était faux, et ce qui avait été confirmé par un amiral américain, Michael Mullins. Il l'avait confirmé
en début mars 2011. Je crois que c'était le 2 mars dans une commission. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que en novembre 2015, il y a une commission du Parlement anglais, en fait menée par Alice Pergeter, qui avait dit que l'intervention donc américaine, anglaise, française n'avait pas été préparée et qu'elle était basée sur de fausses informations. Donc quand Michel Collomb il intervient à cette période-là, en 2011, mars 2011, il a tout à fait raison, et tout ce qu'il a dit, ça s'est avéré. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vois, il y a des gens, on traite de complotistes, et en fait, ils disent la vérité. On l'a vu, ça s'est répété à chaque fois, quoi. Voilà. Et c'est vrai que Michel Collomb s'est rendu sur place, je crois, en Libye. Et il s'est rendu en Libye. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi non. un type de Blast, j'ai oublié son nom, mais Blast, ils avaient fait non, c'est Off Investigation, pardon. Je crois que c'est Off Investigation, ils avaient fait un documentaire exprès, quoi, sur, enfin, une émission sur le sujet, qu'est-ce qui s'était passé après l'intervention française. Ils avaient montré qu'en fait, il n'y avait pas eu de massacre comme nous l'avait vendu BHL. Donc, il y avait aussi Thierry Messon qui était sur place, notamment, et également Julien Theil, le journaliste indépendant qui a travaillé par la suite avec Paul-Éric Blanru. Voilà. Et Julien Theil qui a fait un super documentaire d'ailleurs sur les origines de la guerre en Libye. Voilà. Coup de gueule suivant, c'est un coup de gueule. C'est l'ami Filky. On lui ressort encore dans la rue, visiblement, 15 ans après. C'est donc ça nous remonte à 2013, le 23 octobre 2013, et c'est le fameux Taisez-vous. Alors, si je te laisse introduire la séquence, peut-être. Mais t'as quoi, la séquence complète ou le petit passage de... Le petit passage. Ah d'accord, non, bah, en fait c'est parce qu'il a sorti un bouquin Finkielkraut, donc il vient en faire la promo chez TDI. Je l'appelle Golf TDI en fait, TDI, bon, chez TDI, qu'on se comprenne. Et en fait en face de lui, il a Abdelraouf Dafri, qui est un réalisateur, c'est celui qui a fait le film Un prophète avec Tahar Rahim. Donc, avait obtenu, je sais plus combien, 10 Césars, non? Quelque chose comme ça. Bref, donc ils sont dans cette émission et Finkielkraut, il parle de son bouquin et il se fait interpeller par Abdelraouf Dafri parce que il dit que donc Abdelraouf lui reproche de faire l'apologie d'un Maurice, comment il l'appelle déjà? J'avais noté. Maurice Barrès, pardon. Maurice Barrès. Et donc Abdel rappelle que c'était un antisémite, mais ça plaît pas du tout à Finkielkraut. Bah, regardez, vous allez voir, vous allez rigoler. Mais surtout, tu vois le plan qu'il y a après quand la caméra elle est sur Finkielkraut et elle se déplace. On aurait dit un plan de film, tu vois, et on voit la tête d'Abdelraouf Dafri qui sourit, quoi, parce que il a eu ce qu'il voulait. Il voulait le faire péter, tu vois, péter les plombs. Donc il l'a fait sortir de lui. Mais bon, il faut voir la séquence en entier. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Finkielkraut, quand même, dans ses interventions, il était souvent, on va dire, très virulent vis-à-vis de certaines personnes. Tu vois, il avait tendance à. Et puis, alors, il fallait surtout pas lui parler de la situation des Palestiniens, tu vois, parce que là, il explosait comme là, en gueulant, taisez-vous, quoi. Bon, apparemment, maintenant, il se serait calmé. Mais bon. Même qu'il trouve qu'Israël va trop loin. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je te dis. Donc maintenant, il reconnaît peut-être que bon, il était aveuglé par une certaine vision de la situation là-bas, quoi. J'ai envie de lui poser la question à partir du combien de millionième ou millième mort il a trouvé que ça allait trop loin. À partir de quand c'était 50 000, 100 000, 150 000. C'était quoi la jauge qu'il... je suis taquin. Bah, ouais, mais peut-être que j'allais dire pour finir vite fait sur lui, c'est que peut-être que en fait c'est comme tu vois, au départ on a commencé avec Francis Lalanne, le clivage droite-gauche. En fait, on est toujours dans ça. Tu vois, la police, quand t'as la police, il t'arrête. Il y a toujours le bon policier, le mauvais policier. C'est comme l'histoire du bon, du mauvais arabe. Tu vois, t'as toujours le côté qui va être gentil pour te faire avouer des trucs, pendant que l'autre il va te mettre la pression en étant méchant chez le flic. Tu vois. Et là, en fait, Finkielkraut, comme avec ses copains, il y a ceux qui font les gentils, tu vois,
Et puis il y a ceux qui font les méchants, qui sont toujours en train de critiquer, de rabaisser une partie de la population, quoi. Et peut-être que là, Finkielkraut, on lui a dit bon, écoute, là, on est trop nombreux à être des soutiens du génocide. Faut peut-être que, tu vois, toi, tu fasses le côté flic gentil, quoi. Je sais pas. Moi, je te dis ça comme ça. Vous en pensez quoi dans le chat? C'est une possibilité. Prochain extrait, donc on est dans la période TDI, hein, c'est 2014, on est le 5 septembre, et c'est, excusez-moi, Étienne Chouard, en plus, je l'ai interviewé un certain nombre de fois, excusez-moi Étienne Chouard qui nous fait encore un masterclass, je crois qu'il est face à, Attali. Voilà, j'allais dire pas BHL, mais Jacques Attali. Jacques Attali, ouais. Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent. C'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Ouais, bah écoute, 2014. 12 ans, c'est du 12 ans d'âge.
Ouais, mais en fait, ce qu'il dit là, de toute façon, ça fait toujours partie des revendications des vrais gens. Ce que j'entends par là, c'est quand tu manifestes avec les gilets jaunes, beaucoup ont en fait à cœur de faire passer, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, puis la réécriture de la Constitution. Bah oui, quand on dit qu'il faut réécrire la Constitution, pourquoi c'est important? Parce que ça a été écrit par des oligarques. C'est par des gens, en fait, c'est pour eux, c'est pour servir ce système-là. Et comme pour revenir à la vidéo qu'on a vue au départ avec Lalanne, quand on nous parle, il disait clivage partisan, ben on nous enferme dans un jeu qui consiste à faire que le petit peuple se tape sur la gueule entre droite ou gauche. Comme il disait d'ailleurs dans une de ses interventions, il dit ça sert à rien de traiter les uns de fachos et puis les autres de gauchias, alors qu'en fait on est dans la même prison. C'est ce qu'il dit Étienne Chouard, hein, je reprends les propos d'Étienne Chouard. Et donc, si on veut sortir de tout ça, à un moment, il va falloir se rassembler et discuter entre nous et faire comprendre à ceux qui nous dirigent qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est eux le problème. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, en septembre et en octobre 2014, mais il y a plusieurs séquences. Donc là, c'était 5 septembre 2014, Étienne Chouard chez TADI. Là, je vais vous montrer 21 septembre 2014, François Asselineau face à Léa Salamé. C'est parti. Voilà, on va laisser vos fans vous applaudir, on va laisser Alain Soral là où il est, on va parler de De Gaulle si vous le voulez bien, parce que vous le citez beaucoup, De Gaulle. De Gaulle, il était sorti du commandement militaire de l'OTAN, vous voulez sortir totalement de l'OTAN. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Pourquoi cette détestation des Américains? Pourquoi l'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire? Chez vous, il y a quelque chose de primaire. Mais c'est quoi un anti-américanisme secondaire? Vous pouvez m'expliquer? C'est-à-dire de trouver des défauts à la politique américaine actuelle, celle d'Obama, celle de George Bush, ne pas être totalement transi devant la politique américaine, mais vous, chez vous, tout ce qui vient des États-Unis est forcément condamnable. L'OTAN. Totalement... Michel, c'est le moment de chanter si Hillary Clinton n'était pas là. Oui. Je vous rappelle, puisque vous citiez l'article 4 et l'article 5 de la Constitution française, moi je vais vous citer l'article 5 de l'OTAN, de la charte de l'OTAN. Toute agression contre un État membre est considérée par tous les autres comme une agression contre eux. Ça sert à ça, l'OTAN. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais c'est un paratonnerre. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé, soit en métropole, la France, soit, je sais pas moi, si le Canada venait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie française par l'Australie, eh bien tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, c'est très bien, ça fait Astérix, c'est sympathique, mais ça va nous fragiliser. Non mais ça, vous êtes... C'est une bonne question. Oui, mais je sais quoi, c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France qui me parle. Moi, je suis l'ambassadeur de l'OTAN en France, oui, je vous rassure. J'essaie de comprendre pourquoi vous voulez de manière acharnée nous isoler, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN et donc nous fragiliser. Mais en quoi vous savez ce qui nous fragilise en ce moment ? C'est d'appartenir à l'OTAN qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas quelque chose pour nous protéger, mais quelque chose d'agressif. Nous sommes placés sous la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. C'est avec notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en ce moment en Afghanistan, que nous sommes entraînés en Libye, en Syrie, en Ukraine, que nous sommes en Irak, que nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent et qui ne correspondent en aucun cas aux intérêts nationaux de la France. Nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde et actuellement, en appartenant à ce bloc Union européenne-OTAN, nous sommes en train de commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers la guerre par le jeu des alliances automatiques. Vous voulez sortir de l'OTAN. Léa encore, et après Émeric pour une dernière question. Vous voulez sortir de l'OTAN, vous voulez vous allier à la Russie. La France, sortie de l'OTAN et de l'Union européenne, s'allierait à la Russie, selon vous? Nous voulons une politique internationale indépendante. C'était d'ailleurs la politique, d'ailleurs du temps de Gaulle, c'est la politique dite erga omnes. C'est-à-dire nous voulons assurer notre indépendance nationale. Mais nous ne voulons en aucun cas embrayer dans cette espèce d'appartenance, j'insiste, Union européenne-OTAN qui nous entraîne vers la guerre, qui nous entraîne vers le choc des civilisations contre le monde russe, contre le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, il n'y a aucune guerre juste, selon vous. Il ne faut pas attaquer en Syrie, il ne faut pas attaquer l'État islamique en Irak, il ne faut pas se battre contre les talibans en Afghanistan, il faut rester chez soi.
Attendez. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes favorable à ces... Non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie. Je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak. Et d'ailleurs, qui a créé 1 million de morts, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou de Bachar al-Assad sont des choses... Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Ils se financent eux-mêmes par le pétrole qu'ils vendent. Qui fournit des armes? Non, excusez-moi, c'est trop grave pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'État islamique se finance par le pétrole parce qu'ils ont pris plusieurs puits de pétrole qu'ils vendent pas cher à peu près tout le monde qui leur achète, la Turquie et la Syrie à côté. C'est comme ça qu'ils ont leur argent. D'abord, vous en savez des choses. Oui, j'en sais quelque chose. Le Qatar, l'Arabie, que ça vous dit rien tout ça? Ah oui, il me semble que le Qatar et l'Arabie sont pour des frappes. Oui. Non? Oui, vous avez suivi les derniers développements? Oui, oui. Et les États-Unis, par exemple, quel est le jeu qu'ils jouent? Vous avez jamais compris aussi ce qui consiste à financer une thèse et l'antithèse? Donc vous êtes contre, il faut laisser l'État islamique là où il est? Non, mais l'État islamique, il y a beaucoup à dire sur l'État islamique. Bon, parlons de l'Ukraine, parlons de la Syrie, parlons de l'Iran. Répondez-moi sur l'État islamique, c'est l'actualité du jour. François Hollande a annoncé qu'il y aurait des raids de la France sur l'Irak. Qu'est-ce que vous voulez n'est que le gouverneur de la région France, il obéit au coup de sifflet venu de Washington et de l'OTAN, c'est tout. Donc c'est pas facile ça. Non, c'est pas facile. On est les laquais des Américains, c'est pas facile. Pour ce petit extrait. Ouais, écoute, Léa Salamé, donc, elle a pas changé, c'est toujours une catastrophe. Elle maîtrise rien du tout. Écoute, Asselineau, à l'époque, déjà, il était, on va dire, au fait de l'actualité. Tout ce qu'il disait là, ça s'est vérifié par la suite. Et on va dire que ceux qui dénonçaient déjà à l'époque, il faut rappeler, on est en 2014, ceux qui disaient que l'État islamique était une création américaine, ils étaient traités de complotistes. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des gens comme Jeffrey Sachs, comme il y a même, comment elle s'appelle, l'ancienne vice-présidente, enfin... Joe Kent, il l'a aussi avoué il n'y a pas longtemps. Joe Kent, donc il vient de le dire. Joe Kent qui a démissionné, mais il y avait également Hillary Clinton qui en avait parlé également. Elle parlait d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, elle disait qu'Al-Qaïda c'était une création américaine, mais déjà Obama il avait dit en 2015 sur la chaîne Vice News, il avait dit que Daesh c'était le résultat de l'invasion américaine en Irak. Ensuite, il y a eu plusieurs. Et d'ailleurs, on parlait de Michel Colomb. Michel Colomb, il a fait un bouquin qui s'appelle Jihad Made in USA. Je ne sais pas si tu as le visuel. Non. Mais par contre, je remercie Anto pour son commentaire. Les extraits sont très bien choisis, bravo. Donc merci à vous. Vous êtes plus de 1000 en direct. Donc, voilà, ça fait plaisir. Bravo à vous. Mais pour finir vite fait, en fait, si tu peux choper le visuel du bouquin que je te parle là, qui s'appelle Jihad Made in USA, il me semble qu'il est de 2016 ce livre, ou 2000. Regarde si tu le trouves. C'est chez Michel Colomb, c'est Investigation. Et dedans, déjà, il expliquait en fait tous les financements de Daesh. Donc, en fait, à cette époque, on traitait les gens de complotistes. Et là, on avait l'exemple avec cette Léa Salamé qui connaît rien du tout. Faut rappeler que Léa Salamé, c'est la femme de Glucksmann, Raphaël Glucksmann, le gars de la CIA, celui qui a été envoyé par BHL en Géorgie pour faire son cinéma anti-russe, quoi. Et il continue jusqu'à maintenant en disant qu'il faut qu'on donne tout notre argent et qu'on aille tous crever là-bas pour la guerre contre la Russie. Raphaël Glucksmann, donc mari de Léa Salamé. Oui, qui a été en Géorgie, effectivement. Alors là, je partage mon écran. Donc, désolé, je vais parler anglais. Screen share, parce que l'interface est en anglais. Share screen. Tap, tip, top. Jihad Made in USA, tu m'as dit. Ouais. C'est Michel Colomb, Investigation. Voilà. Je crois qu'il est sorti en 2016, le bouquin, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Voilà. Alors, le voici. Voilà, c'est celui-là. Et donc, dans ce livre, en gros, il explique les financements des djihadistes, en fait, et ça parle aussi de la création de Daesh, mais aussi de ce qu'est Al-Qaïda. Et on va dire que Asselineau, il était au fait de tout ça, puisque je pense qu'il s'informe beaucoup, on le sait pour ceux qui connaissent ses vidéos. Et en face, on a le néant, tu vois, le grand rien, Léa Salamé, qui est à la botte du système et qui est là pour défendre le système. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a confié le 20h. Ouais, Glucksmann qui était ministre pour Saakashvili en Géorgie, ouais. Il y en a qui disent qu'elle n'a pas inventé la poudre et d'autres comme Jean-Marc Andrès qui disent au contraire, Léa Salamé a parfaitement conscience de ce qu'elle dit.
Moi, j'aurais plutôt tendance à penser comme Jean-Marc. Elle joue là un peu la cruche, mais je pense qu'elle... Oui, mais elle est là pour défendre. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Non, mais elle défend un narratif, si tu veux. C'est-à-dire que Léa Salamé, on l'a mis, c'est une atlantiste. Elle est là pour défendre l'Amérique, la vision pro-américaine des choses. Donc c'est pour ça que là, si tu remets les choses dans le contexte, c'était 2014 la vidéo, non? Tout à fait, 2014, 5 septembre. Là, on est sur une séance septembre-octobre 2014. D'accord. Là, on est en septembre 2014, tout à fait. Ouais, donc c'est les débuts de l'apparition de Daesh, en fait, de ce qu'on a appelé l'État islamique. On n'est pas encore à l'intervention russe, parce que je crois que les Russes, ils interviennent en 2016. Et en c'est Syrie, là... en 2015. Moi, j'y suis allé oui, j'y suis allé en novembre. Ils ont commencé leur intervention en septembre-octobre. Voilà. C'était un mois, je m'en rappelle très bien. Moi, je pensais que c'était début. C'était pas encore tout à fait sécurisé. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas encore intervenus là, au moment de la vidéo, les Russes. Exactement. Voilà. Alors, donc ça, c'était... je voudrais vous introduire la vidéo suivante. Donc, vous vous rappelez peut-être, il s'agit d'un certain Mathieu Burnel, qui, si je ne me trompe pas, faisait partie du groupe de Tarnac, voilà, avec Julien Coupa, ceux qui ont écrit le fameux livre Le Comité Invisible, je crois. Voilà, qui avait fait beaucoup parler c'est l'histoire des cathéters qu'on leur a mis sur le dos, je sais pas si c'était eux ou pas, des sabotages de lignes de TGV. Ouais. Toi Ah, là, c'est François Hollande, l'extrait. Là, c'est Mathieu Burnel, donc toujours chez Tadi. D'accord. Ouais. La même période, c'est-à-dire là, on est le 31 octobre 2014. Ouais, vas-y, ouais. Encore une fois, c'est assez difficile de rebondir parce que la discussion part dans tous les sens. On a des considérations, on va dire, politiciennes sur les bienfaits ou les méfaits du Parti socialiste. Ensuite, des considérations sur l'état du mouvement révolutionnaire, dont apparemment ici on a des spécialistes. Moi, j'ai l'impression que... Et juste pour mettre au clair certaines, parce que là on a entendu beaucoup, ah oui c'est radicaux, oui c'est les anarchistes, après bon c'était pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire, et surtout vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Vous êtes là pour vous expliquer. Précisément, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. En toute humilité. Excusez-moi, vous êtes au Parti Socialiste, l'humilité, vous n'êtes pas là pour me dire ça. Et en toute sympathie d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer, non? Il y avoir de l'humour. C'est ça. Il y avoir un peu d'humour. Laissez-le terminer, Mathieu Burnel. Terminé. Pardon. Vos paroles ont été respectées, sa parole peut être respectée quand même. Non, j'ai l'impression que la situation est assez claire en France, mais comme à peu près partout dans les démocraties libérales. C'est que la sphère politique, la sphère de la politique classique, dont on a ici une belle brochette de représentants, est fondamentalement apocalyptique. Apocalyptique pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle parvient à proposer, c'est de retenir le désastre, c'est de retenir la fin. L'apocalypse, c'est pas l'arrivée de la fin, c'est la retenue de la fin. C'est-à-dire, attendez, avec nous, on va essayer de limiter la crise. Attendez, avec nous, on va essayer de faire que tout ne s'effondre pas tout de suite. C'est-à-dire que la sphère de la politique classique ne croit plus en rien. Et c'est évidemment pour ça que plus personne ne croit en elle. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 72, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc, il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes, dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. C'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Et il y a une expérimentation
politique qui est entamée et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. Ça va vraiment changer la vie des gens et que ça va vraiment je vous laisserai faire votre monologue. Moi, je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Ça ne s'appelle pas un dialogue, monsieur, ça s'appelle un monologue quand on refuse d'échanger. Oui, moi j'ai quelque chose à dire et j'avoue que là, l'échange ici, j'ai rien à en dire. Vous parlez entre vous de choses dont le fond, tout le monde se fiche un petit peu. Non, je vous ai juste pour terminer. Laissez terminer, Mathieu Burnel. Et donc, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a en 2007, il y a un livre dont il était question là qui s'appelait L'insurrection qui vient. À ce moment-là, tout le monde rigolait. Ah, l'insurrection qui vient. Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée. On peut dire qu'il ne se passe pas 3 mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel du monde aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Vraiment, après, si vous voulez, je m'en vais, je vous laisse parler entre vous, ça m'est égal, je voudrais juste terminer là-dessus. Oui, mais laissez-moi terminer, on échange à partir de là. Et donc, la dernière, pas pour la lutte armée ou la violence, on veut discuter avec vous. De quoi vous parlez, lutte armée? Arrêtez de sortir des mots comme ça, c'est une bataille sémantique ridicule. Donc, là, ce qui s'est passé est assez clair. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on est dans un état fasciste. Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question de l'environnement, au sérieux la question politique, la police leur tire dessus. Face à ça, il y a 2 possibilités. Soit rentrer chez soi et abandonner, soit tenir en échec, tenir en respect la police. Et c'est la seule et unique chose qui soit à la hauteur de la mort d'un camarade. Et pour ça, il y a 2 manifestations demain, une à Toulouse et une à Nantes, qui sont des manifestations nationales. Et j'invite grandement tous les gens qui trouvent ça absolument insupportable que des gendarmes puissent tuer des jeunes, qui se battent pour leurs idées, à rejoindre ces manifestations-là et à tenir en respect la police par tous les moyens nécessaires. Ça veut dire quoi tenir la police en respect, c'est pas assez clair, tenir en respect. Ça veut dire quoi, envoyer des... Ça veut dire tenir à distance, par les moyens adéquats et nécessaires. Et ça veut dire quoi, des moyens adéquats? Vous savez très bien ce que ça veut dire. Non, je voudrais que vous me précisiez. J'ai pas compris. Lorsque la police... Je suis pas intelligente, vous me l'avez dit tout à l'heure, donc expliquez-moi. Qui À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires, elle est posée par la police et la gendarmerie. Ceux qui définissent le niveau de la violence, c'est la police. Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable, où on arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler 3 secondes. Alors Pascal Bruckner, s'il vous plaît, Corinne Lepage, parce que Pascal Bruckner voulait intervenir depuis un moment. Ce qui vient d'être dit est très intéressant. La jeunesse trouve son sens à affronter la police. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête, monsieur. Mais on en reparlera. On en reparlera. Moi, ça fait 40 ans que j'entends la famille. Oui, évidemment, parce que vous avez été maoïste, vous avez été sarkozy, non, vous avez jamais, fait tout et n'importe quoi. Jamais, vous avez une espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Arrêtez de rigoler. Il y a des gens qui sont un petit peu sérieux dans cette époque. Il y a des gens dans cette société qui sont un petit peu sérieux et qui ne sont pas des guignols de plateau télé qui viennent dire « Ah bah oui, mais quand même, avec des espèces de petites transgressions réac à 2 francs, c'est ridicule. » On est au moins deux. On a des gens qui prennent le monde au sérieux. Mathieu Burnel, vous vivez dans une bulle. Vous vivez. Je vous demande de vous arrêter. C'est dommage qu'il était tout seul, en fait, parce que s'il était appuyé par d'autres personnes, tu vois, comme lui, quoi, ça aurait été plus intéressant, parce que là, il y a un déséquilibre. Et lui tombe tous dessus, en fait. Il est sacrément burné, le Burnel, si j'ose dire. Je vais me faire attaquer par les féministes. Non, mais en tout cas, écoute, ce genre de débat, t'en vois plus trop maintenant dans les médias. Mais il y a toujours des coups d'éclat, puisque la dernière séquence, la 14e, elle date de 2026. On l'a vu dans un des précédents NRA ou Cartable. Et donc, on va avancer dans cette émission, parce que ça fait... Attends, non, mais juste pour finir sur l'extrait que tu as montré là, c'est que là, on vit une crise, c'est-à-dire qu'il y a la hausse de l'énergie. Tout le monde paye, en tout cas, que ça soit de l'électricité, enfin des factures électricité, gaz, et maintenant son litre d'essence ou de gasoil, tu vois, 2,50 € pratiquement, voire plus. Tu te dis, les gens, on fait quoi ?
il y a combien de taxes dans tout ça? Tu vois, c'est où on laisse ou alors on sort. Ça veut pas dire casser, ça veut pas dire. Mais tant qu'on sortira pas tous ensemble, tu vois, on montre en fait au gouvernement que maintenant il faut faire des choses pour le peuple. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors on a montré Asselineau, mais on n'est pas plus Asselineau que Juan Branco ou que Philippot ou que LFI quand ils ont des bonnes positions sur la Palestine. Bref, mais tout ça pour dire que dans l'extrait qu'on vient de passer, quand il parle des réacs, il parle bien de Pascal Brunner. Et le nom de l'ouvrage, ça m'est revenu tout à l'heure, c'est L'insurrection qui vient, bien avant la guillotine de Juan Branco. L'insurrection qui vient, qui est du Comité Invisible, aux éditions La Fabrique. Je vous recommande, très intéressant. T'as pas le visuel? Non, mais édition La Fabrique, L'insurrection qui vient, du Comité Invisible. Voilà. Ok. Avant Manuel du complotiste, avant la guillotine. Voilà. Ouais, ok. Extrait suivant, si vous le voulez bien. C'est une personne qui a rejoint les étoiles. Voilà. Donc on le salue, on l'embrasse. Un collègue à toi. Ouais. Oui, bonjour. Parce en fait, à chaque fois, vous parlez de changer tous ensemble, etc. et tout. Et moi, j'ai l'impression que les politiciens, vous tous, vous en battez les couilles, en fait. Quoi? Non, mais j'en ai pas de couilles. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je m'appelle Bounaïmin. Comme vous le voyez, je suis d'origine bordelaise. Et il y a plein de gens qui viennent me voir et me disant mais t'es chinois, tu peux pas parler de la démocratie en France comme ça. Et je suis pas chinois, je suis d'origine chinoise. Je suis français, j'ai le droit de vote. Et aujourd'hui, la démocratie, moi, l'étymologie de la démocratie, c'est pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, en fait. Moi, je suis un citoyen français. Tout le monde me dit, mais en Chine, vous n'avez pas le droit de vote. En France, on est mort pour avoir le droit de vote. Mais en Chine, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont 1,4 milliard. Le temps de compter toutes les voix, il y a un nouveau président, vraiment. Et puis ils ont légalisé le deuxième enfant il y a 3 mois, là. Ils doivent être 4-5 milliards aujourd'hui. C'est juste que ils savent qu'ils sont dans une dictature. Dans une dictature, c'est ferme ta gueule. Et aujourd'hui, dans la démocratie française, en fait, j'ai l'impression que c'est parle toujours mon huc est malade. Parle à mon cul, il y a un écho de ouf. Non, mais moi, je vous dis ça parce que on parle de l'Europe. Il y a 10 ans, moi, la dernière fois que je suis allé voter, c'était en 2005. C'était un référendum, là. On nous a tous demandé oui ou non. C'était une question simple. Oui ou non, on change la Constitution. Moi, je me suis levé un dimanche, je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non, et on est allé quand même. J'ai l'impression, en fait, que ce non, là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rue qui doit parler, et ça me saoule, en fait. Voilà. Ben ouais, parce que faut rappeler le vote, c'était au mois de mai, 29 mai. 2005, tout à fait, 29 mai 2005, référendum sur la Constitution européenne. Le peuple avait voté non, alors que l'essentiel des appareils politiques et des médias avaient fait campagne pour le oui. Ce qui est une des rares exceptions à cette fameuse règle qui dit que les peuples votent comme selon les passages d'antenne. En gros, il y a cette très forte corrélation. Hein. On a vu dans les intentions de vote selon les sondages, ça c'était Asselineau qui avait attiré l'attention là-dessus. Mais bref, justement, ce référendum de 2005, c'était un des rares moments où le peuple a su se lever et comment dire, ne pas suivre. Mais pas suivre. Ne pas suivre ce qu'on lui disait à la télé. Et malheureusement, Sarkozy par voie référendaire et par voie parlementaire, Sénat et Assemblée nationale réunis à Versailles, il a fait passer le traité de Lisbonne qui n'était ni plus ni moins que la Constitution européenne remaquillée. Voilà, c'est Sarkozy qui a fait ça, il l'a fait passer à l'envers. Il n'a pas tenu compte du vote des gens, on a dit non en 2005 et il nous l'a fait passer quand même en 2007, 2008, je crois, 2007, traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, c'est remaquillé, mais en mode Bogdanov ou je ne sais pas qui. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment vite fait, quoi. C'est recousu, quoi, vite fait. Non, les salauds, c'est pour ça, oui, ils nous ont pas respectés. Mais alors, Sam, d'ailleurs, hein, il y a plusieurs personnes, Bounaïmin. Chinois marrant, évidemment, on salue, il a rejoint les étoiles. Et un peu plus tard, il y aura le général Delaware qui a également rejoint les étoiles. Qui Tu l'as pris, ça Ben, bien sûr, évidemment. Alors, l'extrait suivant.
Donc là, c'était le 2 avril 2016. Et l'extrait suivant, c'est le 29 juin 2018 sur Arrêt sur Image. C'est parti. Bah là, on est dans un autre style, là. Voilà, dans un autre style, mais on aborde tous les sujets, quoi. Qu'est-ce que t'as passé, salaud. LGBT, tout. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire que... Oh, putain. Arnaud Gauthier-Fawaz, vous êtes administrateur de l'Inter-LGBT, la fédération d'associations qui organise la Marche des Fiertés à Paris, qui a lieu ce week-end, avec comme mot d'ordre cette année les discriminations au tapis, au sport comme dans nos vies. Camille, donc vous avez souhaité rester anonyme, vous êtes membre du collectif de lutte et d'action queer, le CLAC, qui refuse ce mot d'ordre et qui a participé avec d'autres organisations à lancer un appel à la constitution d'un cortège de tête, Stop au pinkwashing. Thierry Schaffhauser, vous êtes porte-parole du STRAS, le syndicat du travail sexuel, donc ce qui concerne les prostituées, acteurs ou actrices pornographiques, opératrices de téléphone ou de webcam rose, etc. Donc vous faites partie de l'inter-LGBT, mais vous avez aussi signé l'appel Stop au pinkwashing. Et Joël Demieux, vous êtes le président de SOS Homophobie, donc une association nationale de lutte contre l'homophobie. Alors, la toute première question, elle est pour vous, Hélène, parce que je pense qu'elle va nous être posée immédiatement dans le forum dès que l'émission sera en ligne. 4 invités, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Alors, ça a été difficile. C'est une problématique qu'on se pose, en tout cas, à Arrêt sur Image. On essaie d'avoir toujours des femmes sur le plateau. Donc, on a essayé, effectivement, de faire en sorte d'avoir des femmes. Alors, mais pourquoi on n'y est pas arrivé? Je ne sais pas pourquoi on n'y est pas arrivé. Alors, par exemple, on a eu une contact avec une femme qui n'a pas souhaité venir parce qu'elle se sentait pas légitime, ce qui nous arrive assez régulièrement. Avec des femmes dans tout le monde. Voilà, dans toutes sortes de sujets. Et puis il y a d'autres personnes qui n'étaient pas disponibles tout simplement ce jour-là. Non mais moi je suis ici. Non mais attendez, les vieux réflexes sexistes. Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais ma remarque subsiste néanmoins. Et la question que je souhaiterais poser, est-ce que les vieux réflexes sexistes subsistent dans le milieu LGBT comme partout ailleurs? Oui, dans le milieu LGBT, comme dans toute la société d'ailleurs, il y a une sous-représentation des femmes, et notamment des femmes lesbiennes et des femmes bi, mais aussi des personnes trans. Donc en effet, on peut regretter qu'aujourd'hui on soit 4 personnes qu'on pourrait identifier comme des hommes sur ce plateau. Et il faut, je pense que c'est un effort collectif des médias, du mouvement LGBT, de la société, de visibiliser les femmes, parce qu'elles constituent le mouvement LGBT comme elles constituent la société et qu'elles sont encore aujourd'hui invisibilisées. Donc oui, moi à titre personnel, en tout cas, je regrette qu'il n'y ait pas plus de visibilité des femmes aujourd'hui. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, bon, je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Notre collectif Stop au Pinkwashing, d'ailleurs, est mené par... C'était pas fini. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord. Mais mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Ouais, mais en fait, tu vois, cette séquence-là, c'était le genre de choses, on va dire, on n'entendait pas trop ça. Enfin, moi, je t'avoue que j'ai découvert, comme plein de gens, des personnes qui se considéraient comme non-binaires. J'avais pas entendu ce genre de personnes avant. Et ben, je te jure que depuis, on en entend beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se définissent comme non-binaires, tu vois. Et, en tout cas, qui le revendiquent. Je pense qu'il a dû certainement libérer la parole. Tu vois, en 2018, il a dû permettre à plein de gens de... C'est ce qu'on appelle la fameuse fenêtre d'Overton, si je ne me trompe pas.
Ah ben, et dans le chat, demande aux gens, tiens, est-ce que dans le chat, c'était le genre de discours qu'on entendait avant 2018? Chez moi, j'ai pas souvenir donc, que... ce genre de séquence, c'est ce qui permet d'augmenter la fenêtre du discours admissible dans les médias, des propos qu'on peut entendre. Au début, c'est choquant. Après, bon, c'est machin, on se bat contre, et à la fin, bon, on est habitué, quoi. Mais au tout c'est début, comme voilà, nous. il faut ouvrir la fenêtre d'Overton. C'est comme toi, par exemple, j'allais dire... Oberton, avec un B comme Bertrand, pardon. Là, j'allais dire, c'est comme toi, Raphaël, t'as une barbe. Mais qu'est-ce qui me dit que t'es un homme? Oui, mais c'est comme moi aussi, il faut que que le matin, quand j'ai fini de dormir, il faut que j'ouvre pas la fenêtre d'Overton, mais au moins de ma chambre pour aérer, quoi. Bref, sans transition, là, tu n'en es vraiment pas, hein. T'es bluffé, là. Donc là, on va quitter les années 2018. Ah non, on reste dans les années 2018. Celle-là, c'est toi qui l'a dégoté, celle-ci. Jean-Claude Van Damme. Non, mais là, parce que c'est un classique. Je voulais, les amis, qu'on finisse quand même, tu vois, parce que là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Alors là, on voulait juste pour rigoler un petit peu. Passer un classique. Vas-y, tu peux la mettre. C'est Marlène Schiappa. Mais celle-là, c'est pareil aussi. Et pour vous répondre à votre question plus précisément, moi, très souvent, je me sens être humain avant tout. Et très souvent, ce sont les observateurs extérieurs qui me rappellent que je suis une femme. Très souvent, quand on marche dans la rue, on aimerait ne pas se dire « tiens, je suis une femme » et on a parfois une insulte, une invective, quelqu'un qui nous suit et qui nous rappelle qu'on est une femme, et au-delà du fait d'être une femme, qui nous rappelle à notre condition de femme et à la condition qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme. Excusez-moi, mais... Je vous en prie, allez-y. Non, mais... Attends. Qui nous rappelle qu'on est une femme ou un objet? Mais non, tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque-là, je vous suis. Il y a des femmes qui aiment travailler, oui, comme toi, d'accord, qui savent faire les deux choses, s'occuper des enfants et de travailler. D'accord. Il y a des femmes qui aiment rester à la maison. D'accord. Ils veulent rester à la maison, ils aiment bien les enfants. Ok. Si toutes les femmes travaillent, Oui. qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison? Là, il y a du boulot. Marlène, il y a encore du boulot. Il faut laisser, si tu as envie de faire quelque chose, tu suis ton mouvement à toi et n'impose pas sur d'autres femmes ce que tu voudrais, toi, faire. Tu comprends? Il faut laisser la vie relax, mais c'est vrai. Alors, en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle... Je viens de calculer les database, comme on dit. Ouais, exactement. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise. Jean-Claude Van Damme. Non, mais surtout, tu sais, c'est que Jean-Claude Van Damme, en fait, on l'aime pour ça, parce que tu sais, quand il va dire un truc, il s'en fout, il dit ce qui lui passe par la tête. Sans filtre. Voilà, il n'est pas en accord avec Marlène Schiappa, qui, elle, déjà, elle a détourné l'argent du fonds Marianne plus tard que plusieurs années après, quoi. Mais elle est... Non, sans avoir pesé sur Playboy. Mais ce qu'il faut rappeler sur Jean-Claude Van Damme, c'est que, en fait, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il dit des choses que personne n'ose dire sur les plateaux, quoi. Et là, franchement, c'est... Non, mais c'est ce qu'il dit. Quelqu'un qui est à moitié con, il sait qu'il est un peu con. Et tu vois, et c'est franchement, ces phrases, c'est des... Non, mais lui... On aurait pu faire une émission avec des extraits avec du Jean-Claude Van Damme. Mais non, mais ce qu'il dit là, dans l'extrait, c'est en gros, il dit que la femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si elle veut être à la maison, de s'occuper des enfants, pourquoi on va la forcer à aller bosser dans une entreprise ou c'est ça qu'il dit. Il dit pas que la femme doit rester à la maison. Il dit juste qu'il y en a qui sont épanouis comme ça, tu vois, et qu'on n'a pas à leur imposer. Exactement. Voilà. Il a tout à fait raison. Et elle est là pour servir l'agenda des Rockefeller et autres qui disaient il faut donner le droit de vote aux femmes, il faut les faire travailler. Comme ça, on va pouvoir taxer la moitié de la population et détruire la cellule familiale. En gros. Est-ce qu'on a des femmes dans le chat pour réagir aux propos de Jean-Claude Van Damme? Est-ce qu'il vous a choqué dans le chat? Vous pouvez réagir. Alors, l'extrait suivant. Pardon, excusez-moi. Hop là. C'est qui? C'est complotiste. Ah ben là, on arrive aux années 2020, donc on arrive aux années Covid. Mais oui, mais parce que pour la fin, je me suis dit, pour rigoler un petit peu, tu vois, il fallait qu'on... Alors, cet extrait, c'est le mien. Ah, d'accord. Je veux bien que tu l'introduises, mais vu que tu le connais pas... Non, mais je sais pas c'est quoi, en fait, vas-y. En fait, c'est un Belge
Il s'appelle Mark Van Ranst. C'est pas drôle, il est juste belge. Mark Van Ranst. Désolé pour nos amis belges. Et c'est donc Chatham House et ESWI. On est le 22 janvier 2019. Il faut savoir que ce Mark Van Ranst avait été conseiller du gouvernement belge pour la pandémie 2014. Donc c'était, rappelle-moi. 2014 Ouais, non. 2010, H1N1. H1N1, voilà. Voilà. Et là, donc, on est en 2019, donc 22 janvier, donc quand même un an avant la pandémie Covid. Covid. Et il explique quelque chose d'assez sympathique. Je ne sais pas si vous connaissez le film Forrest Gump. Bah oui, Forrest Gump, c'est un classique. Voilà. Robert Zemeckis. Avec l'acteur Tom Hanks. Voilà. Et la fameuse phrase, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Voilà. Bah, tu remplaces la vie par une pandémie. Et une pandémie, c'est comme une boîte de chocolat. Et donc, ce sont les propos de Mark Van Ranst. Alors, celle-là, je ne pense pas que vous la connaissez. Vous soyez nombreux à la connaître. C'est parti. Un petit mot, voilà. Comment manipuler une pandémie ou une pseudo-pandémie, notamment en termes de communication et de médias. C'est parti. You have to be omnipresent that first day or the first days, so that you attract the media attention. You make an agreement with them that you will tell them all, and if they call, you will pick up the phone. When you do that, then you can profit from these early days to get complete carpet coverage of the field, and they're not going to search for alternative voices there. And if you do that, that makes things a lot easier. And then you convey the message, and you can do that, if you do it that way, that our country is ready for a pandemic. That is a gross overestimation for sure, but it is crucial to go into that pandemic. And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 deaths. Of course, that would be unavoidable. I used there Sir Donaldson's quote where he said that in the UK, by the peak of the epidemic, 40 people would die per day at the end of the summer. So 62 at that time million people in the UK, 40 deaths a day. I worked it out for Belgium. That would be 7 deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even interpandemically. That is very, very conservative. However, talking about fatalities is important because when you say that, people say, wow. Je mets juste sur pause, c'est fou, hein. C'est-à-dire l'auditoire est hilar. Il explique comment manipuler les gens, et les gens, ça les fait marrer. C'est-à-dire que c'est des décideurs, c'est des gens qui sont dans la combine, tu vois bien. Bah, c'est comme la pub des inconnus. Non, j'allais te dire, non, c'est comme, excuse-moi, Coluche. Tu sais, quand il dit le gouvernement vous prend pour des cons, et puis en gros, il finit, il dit c'est que peut-être que vous êtes aussi des cons, tu vois. Faudrait qu'on le passe cet extrait pour que. Exact. C'est dans Bénure. Donc là, il est devant quand même. Il n'est pas à la télé devant tout le monde. Hein. Il est devant des gens qui sont dans la combine, des décideurs, etc. Et ça les fait marrer de voir qu'on peut manipuler Monsieur et Madame tout le monde au sujet d'une pandémie. Je remets play. You mean people die because of influenza? And then you had to pick who is going to be vaccinated first. And then, well, women and children first, whatever. I mean, risk groups, they were important. And then I misused the fact that the top football soccer clubs in Belgium inappropriately and against all agreements vaccinated they made their soccer players priority people. So I said I can use that. Because if the population really believes that this vaccine is so desirable that even the soccer players would be dishonest to get their vaccine, I said, okay, I can play with that. So I made a big fuss about this. This is Van Ranst is raving mad, but it worked. But I would say that pandemics are like a box of chocolates. And then I would like to invoke the words of the philosopher Forrest Gump. You never know what you're going to get. Ouais, non, je suis là. En fait, c'est juste, j'ai vu passer un commentaire qui parlait de Bernays. C'est ce bouquin, Propaganda.
Bon, ça explique en fait, Bernays, c'était pour manipuler les foules, quoi. Enfin, psychologie des foules, c'est Gustave Le Bon, c'était avant. Mais en tout cas, celui-là, c'est comment manipuler l'opinion, c'est Propaganda d'Edouard Bernays. Et on est dans ça, de toute façon. Édouard Bernays, qui est le neveu de Freud, le double neveu de Freud d'ailleurs, c'est une famille parfois un peu incestueuse. Et qui est le père en fait de la publicité moderne aux États-Unis et qui s'occupait de la propagande de guerre juste avant ça pour les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand il a visité en France le résultat de son travail, il a dit mais si ça marche en temps de guerre, ça doit marcher en temps de paix. Et comme ça est née la publicité moderne. Donc il y a ce fameux livre Propaganda qui est vraiment une référence, mais il existe pour les feignants, il existe aussi en documentaire vidéo. Propaganda, Édouard Bernays. Voilà. Alors là, je suis à court de vidéos que j'avais préchargées, parce que je pouvais en précharger que 10. Donc, les suivantes, il va falloir que je les télécharge en direct. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. La suivante, c'est Jean-Marie... Mais quand même, celle d'avant. Hein. C'est hallucinant, le cynisme du gars. Le cynisme de comment dire, la manipulation médiatique, etc., etc., etc. Je sais, je vois les commentaires dans les vaccins. Dans les commentaires, il y en avait certains qui connaissaient cette séquence et il y en a un qui disait je la partage tous les 6 mois et d'autres qui la connaissaient pas qui ont halluciné sur cette séquence. C'est vrai qu'elle est juste complètement folle. Bah oui, mais de toute façon c'est juste la réalité. C'est comme ça qu'ils nous ont enfumé pendant la période qu'on a connue il y a pas si longtemps, quoi. Alors, la suivante, c'est toi qui l'as préparée, sur France Bleu, le 10 décembre 2020, Jean-Marie Bigard. Non, mais c'était parce que celle-là aussi, elle était marrante et il y a une chanson qui a découlé derrière. Vas-y, tu peux mettre l'extrait, ça fera marrer les gens, je pense. Bigard. Je voudrais revenir sur un mot, quand on dit, tu sais, la fameuse théorie du complot, là. Il faut arrêter, quoi, avec ce mot, quoi. Faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce qu'on a dit de vous. Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais, Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui en fait tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits qu'on récuse. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Non, mais j'interroge. C'est normal, tu es une femme. Je ne t'en veux pas. Comment il est taquin. T'as pas les filles. C'est facile. Déjà, donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Complotiste. Il s'énerve. Hein? Théorie du complot. Brûlé sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit, mais finalement, elle est ronde. Schopenhauer, écoute bien, disait, la vérité passe par 3 étapes. Allez d'abord railler, contredite, moquer, théorie du complot. La deuxième, aller carrément attaquer jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Jean-Marie. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Voilà, c'est Bigard. Non, mais j'aime bien quand il s'énerve, en fait, Bigard, tu sais. Ouais, on s'amuse bien ce soir. Vous êtes 1200 toujours en ligne. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu parce que bon,
faut pas qu'on s'ennuie. Et la prochaine séquence, voilà, je le mentionnais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est parti rejoindre les étoiles aux côtés d'Éric Dénessé, aux côtés d'Olivier Marleix, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont osé défier l'autorité, le pouvoir français, et qui sont morts dans des circonstances qui interrogent. Il s'agit ni plus ni moins du général Delaware. Sur CNews, évidemment. C'est parti. Pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques États clés le jour du scrutin est-elle crédible? On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale, dont nous savons qui la contrôle, de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général Delaware. Vous le savez bien. Ah non, regardez, mais je sais pas. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Regarde sa tête. Qui? C'est la communauté. Do you condamn Hamas? C'est qui? C'est qui? Que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, bah alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités Je suis désolé. Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà, merci. On coupe. On peut pas continuer. On peut pas continuer là-dessus. C'est surréaliste d'entendre ça. Surréaliste. C'est surréaliste et c'est donc un pédophile qui le dit. Enfin, on peut le dire, pédophile ou pas? Pédocriminel. Pédocriminel, pardon. Il était, il est plus à l'antenne là depuis Morandini, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui se gênaient pas d'aller sur son plateau pour faire ses émissions. Mais le qui de toute façon, on peut critiquer la meute médiatique, on le voit bien à chaque conflit. Qui nous fait la propagande? Tu peux remettre en cause le fait qu'on dise, par exemple, que ce soit des milliardaires, 10 milliardaires en France qui aient racheté la majorité de la presse et des chaînes de télé. Donc, on peut dire allez vous faire foutre avec votre propagande. Il faut qu'il y ait des médias indépendants, il faut qu'il y ait des médias citoyens. Il faut qu'on redonne le pouvoir au peuple. Ça doit pas venir d'oligarques souvent qui rachètent, donc on l'a dit, et qui font du BFM TV. T'as vu BFM TV ou LCI? On voit bien que c'est des chaînes qui font pas de l'info. Ouais, c'est clair. Il y avait le Burichon qui disait. Alors, je sais pas s'il est. Pardon, excusez-moi. S'il est Berrichon, si c'est le cas, on est voisins. On n'est pas très loin. Donc, le Burichon qui disait. Qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? J'ai passé son commentaire. et son propos. Mais... Oui, il disait, je vais le repasser, qu'il n'avait pas vu l'extrait, je crois. Pas l'extrait de quoi? J'avais pas vu. Qu'il n'avait pas vu cet extrait. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est utile pour certains, quoi. Je pense que ce sont des scènes cultes, mais que forcément dans le lot, il y en a certaines que les internautes n'ont pas vues, et que même si on les a déjà vues, voilà, ça dérange pas de revoir. Et de se remarrer un bon coup. Voilà. Alors, donc ça c'était donc chez Morandini, Remove Studio. Désolé pour l'anglicisme. Hop. Je vais rajouter une vidéo, parce que je peux en précharger que 10, c'est comme Paris 14. C'est ça. Donc là, c'est Albert Dupontel. Ah, Dupontel. Ouais, en fait, c'est moi, je voulais revenir sur un clash, parce que bon, moi, j'aime bien Dupontel, tu vois, pour déjà les one-man shows qu'il faisait à l'époque, tu vois, c'était dans les années 80, 90 même, et après, il est devenu, donc il a fait ce qu'il a toujours voulu, devenir un réalisateur, et faire des films, et jouer dans ses films, surtout. Et donc là, on va voir un extrait, c'est quand il était passé... Alors, c'est en 2009, la séquence qui montre, mais vas-y, tu peux la passer, peut-être que ça rappellera un souvenir à des gens, mais ça montre la fausseté parfois de ce qu'est le journalisme. Quoique, on pourra excuser le journaliste. Passe l'extrait, puis il dure pas très longtemps de toute façon. Ok, envoie la sauce, me dit Hichem. Ouais. Une règle simple, quand un journaliste vous parle d'un film, il doit l'avoir vu, sinon il a boucle. On a trop de plaisir, vous l'avez peut-être, Nicolas doit la connaître, peut-être pas vous, Cécile, une interview de notre confrère
Laurent Bignolas, lorsque vous aviez sorti votre film Le Vilain, c'est assez joyeux parce qu'il ne l'a pas vu. Albert Dupontel, bonsoir. Pardon pour commencer de ne pas avoir eu le temps de voir votre film, je le regrette, mais je peux vous dire que j'en ai déjà beaucoup entendu parler, et en bien. Alors comme ça, vous êtes vilain, vous nous avez fait des frayeurs, vous êtes arrivé tard, mais vous êtes vilain dans ce film, et est-ce que ce ne serait pas par hasard un tout petit peu, je dis un poil autobiographique? Non, pas du tout, non. Comment est-ce que vous avez pu faire, j'allais dire, pour être et le partenaire devant la caméra et en même temps le réalisateur, donc derrière la caméra? Ça devait être un boulot de dingue, non? Non, en étant payé, tout simplement. Pardon? Moi, je mérite mon salaire, ce qui n'est pas votre cas si vous voyez pas les films. Ben non, j'ai pas vu le film tout simplement parce que j'ai un métier, justement, moi aussi j'en ai un, Dupontel, et voilà, qui n'est pas de faire du cinéma. Je fais des films. Ouais. Et voilà, et non, mais c'est votre boulot de voir les films avant d'inviter les gens. Bonne soirée à vous. Voilà. Ça n'a plus jamais recommencé. Ils ont tous vu les films maintenant. Oui, c'est les prix Nobel de mensonges. Non, mais je sais pas. C'est un peu triste parce qu'en fait, on avait cavalé pour faire ce truc-là. Je voulais pas le faire, effectivement. Et puis. Ouais, c'est vrai, c'est drôle, mais en même temps, qu'il y a un truc marrant. En plus, il est très gentil. Hein. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a refait une émission. Après, il a vu le film, il m'a réinvité, on en a reparlé, et personne n'en a parlé. Comme quoi, il y a quelqu'un qui arrive en retard, et voilà. 15 ans après encore. Il avait aimé le film? Mais oui, il n'avait pas très gentiment. C'était pas. Et ça a été assez tendance, votre truc, parce que, par exemple. En fait, si tu veux, Dupontel, l'erreur que le journaliste y fait, Laurent Bignolas, c'est qu'il dit dès le départ, j'ai pas vu votre film. Donc, tu vois, quand il lui dit ça, forcément, Dupontel, il se braque. Et il tend le bâton pour se faire battre. Quoi. Bah oui, et en fait, bon, il le dit, mais par contre, Dupontel, il est honnête aussi, c'est qu'il reconnaît que le journaliste, bon, il était peut-être, c'est vrai qu'ils sont aussi beaucoup sollicités, on leur envoie plein de bouquins, de choses à voir, ils n'ont pas forcément le temps, mais surtout, il a pris le temps de le recevoir plus tard. Et ça s'est super bien passé. Et chaque fois, j'ai entendu Dupontel rappeler qu'on lui cite toujours cet extrait, on lui rappelle toujours ce passage, mais on oublie qu'ils se sont revus genre 2 semaines après et que l'interview était vachement bien, quoi. Mais bon, comme il dit souvent, Dupontel, c'est qu'on aime bien quand il y a du sang. On aime bien la violence, le clash. On retient que ça. Et pas quand ça se passe bien. C'est vrai. Ouais, enfermé dehors, oui, tous les films qu'il a fait. Est-ce que vous voulez du sang dans le chat? Dites-nous si vous voulez du sang dans cette émission. Du sang, de la fureur et des larmes. Non? C'est pas ça l'expression du sang, du bruit et des larmes? L'expression de Churchill ou je ne sais qui. Ah, Churchill. Non, du sang, de la sueur et des larmes. Blood, sweat and tears. Je devrais le savoir parce que ça a été repris en reggae, ces paroles-là. Bref. Ça nous éloigne peut-être un peu du sujet. Ouais. La vidéo suivante, c'est peut-être d'ailleurs la dernière. Hein. Les meilleures choses ont une fin. C'est Pascal Praud, hein, le fameux Pascal Praud, l'inénarrable Pascal Praud, face à une excellente romancière. Oui. Voilà. Safia, c'est Safia, non? Safia, exactement. Ouais. Safia. Son nom de famille m'échappe, mais c'est. C'est Asdine, je crois. Voilà, c'est ça, Safia Asdine, et qui est l'ex de Jamel Debbouze. On s'en fiche de ça. C'est vraiment pas le sujet, mais c'était la petite minute people. Donc, Pascal Praud s'en fout du droit international et il a droit en face à une masterclass. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'on fait selon vous? Est-ce que, par exemple, Trump a raison d'intervenir en Iran? Écoutez, non. Cette guerre est illégale au regard du droit international. J'ai entendu. On s'en fiche. L'Iran ne respecte pas non plus le droit international. Et on s'en fiche, le droit international. C'est pas la question. Si, la question est le droit international. C'est un argument, moi, que je ne prends pas en compte. Mais très bien, mais c'est quand même le mien. Vous pouvez me laisser terminer? Je vous dis juste que pour le droit international, la guerre en Iran est illégale. Et je vais vous dire un truc. Moi, je sais que les puissants, un jour dans l'histoire, c'est prouvé, parce que sinon c'est la loi du plus fort. Et le plus fort dans l'histoire, un jour devient le moins fort. Et ce moins fort sera content de trouver le droit international pour lui. Tout simplement. Non, mais c'est pas... Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous m'avez pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Iran? On les laisse crever?
Mais on les laisse crever. On laisse les femmes traitées comme elles le sont. On laisse les gens torturés. Très bien. Et vous me dites droit international. Et si vous étiez iranienne ? Et si vous étiez iranienne ? Je maintiens que Et si si vous j'étais étiez iranienne, je ferais la révolution en Iran et j'aimerais... Mais vous pourriez pas ? Si, mais non. Écoutez, les révolutions se passent dans le sang, on le sait depuis toujours, d'accord ? Mais vous ne pourriez pas, mais est-ce que l'Occident a apporté la démocratie au Moyen-Orient ? Non, mais répondez-moi. Est-ce que l'Irak, est-ce que tout ça... Non, mais est-ce que l'Irak, etc., respectait le droit international ? Si vous étiez iranienne, vous dites je ferai la révolution. Mais vous pensez que... Évidemment, je serais contre Vous pensez que ces jeunes femmes, elles ne veulent pas faire la révolution ? Mais vous basez sur quel chiffre pour nous parler des jeunes femmes ? Excusez-moi, je vois des jeunes femmes qui veulent absolument un changement de régime. Vous pensez que les Iraniens ne veulent pas ? Je pense... Alors déjà, est-ce que vous êtes au courant que toutes les Iraniennes ne sont pas du tout pour la fin du régime ? Mais attendez, ne me faites pas dire... Là, les gens comprennent ce que vous dites. Non, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en train de nous dire que les Iraniens sont derrière Ali Khamenei. Absolument pas. C'est ce que je comprends. Je vous dis qu'elles ont... Probablement, il y a un problème de droit des femmes, mais en tout cas, droit des femmes et de droit des hommes, d'ailleurs. Elles ont le droit d'étudier. Il y a 60% des étudiants à l'université. Mais laissez-moi terminer. On tire sur la foule, madame. Vous dites le droit international. Mais bien sûr que je dis le droit international. Qu'est-ce que le droit international ? Qu'est-ce que l'Occident a apporté à l'Irak, à la Libye, à la Syrie aujourd'hui ? En quoi c'est mieux ? Voilà. Désolé, ça lag un peu. Je sais pas si chez toi ça laguait aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'à côté d'elle, donc Safia Asdin, elle a Sarah Saldman. Sarah Saldman qui a fait un tuto en vidéo pour donner de l'argent à Tzal, tu sais, pour que ça soit déductible des impôts. Et puis Sarah Saldman qui a aussi surtout montré, c'était chez Léa Salamé, son absence d'empathie face aux enfants victimes de la guerre que mène toujours Israël à Gaza, puisqu'ils ils ont complètement aplati Gaza, en fait. Donc c'est marrant que Sarah Salman vienne faire la leçon en intervenant chaque fois, en l'ouvrant quand Safia parle, et elle vient défendre donc les femmes iraniennes, alors qu'on sait très bien qu'en fait, Sarah, au fond d'elle, elle en a rien à foutre des femmes iraniennes, tu vois. Pas plus qu'elle en a rien à foutre des Palestiniens ou des autres, en fait, autres pays qui se font bombarder par Israël. Alors, il y a un de ces quatre pardon, je n'avais même pas compris son pseudo, c'était avec des chiffres et des lettres, un de ces quatre qui dit « Elle l'a refroidi ». Et c'est vrai que la romancière, elle fait face à quelqu'un qui est vraiment désinvolte. Franchement, moi, je ne m'y attendrais pas. Hein. Je serais sur le plateau. Je sais pas si j'aurais la répartie qu'elle a réussi à avoir. C'est-à-dire que c'est formidable. Elle est restée calme, ouais. C'est vrai que... super calme. Moi, il m'aurait fait péter un câble à dire on s'en fout du droit international. C'est tellement grossier, grotesque et désinvolte. Non, mais surtout que c'est complètement con de dire on s'en fout du droit international, parce que ça veut dire que Kim Jong-un, il peut venir, il lâche une bombe sur la France, et puis il vient et il remplace Macron. Quoique, on lui dira, prends-le Macron, on s'en fout. Puis, quelque part, je vais faire mon point Godwin. Même Hitler, il avait raison, puisqu'on s'en fout du droit international. Ah ben oui, puisqu'il n'y a plus de droit international. Chaque pays, en fait, n'importe quel pays peut attaquer n'importe quel autre pays, tu vois. Donc, à un moment, faut pas raconter n'importe quoi, tu vois. Et donc, elle tient bon en face, elle dévoile un argumentaire qu'on ne peut pas contredire. C'est-à-dire, elle dit, même le plus fort, un jour, devient le moins fort. Il sera content de trouver à ce moment-là le droit international. Et là, elle a tout dit. Surtout que là, tu n'as pas mis l'essentiel. Il y avait un autre passage dans la séquence où, en fait, elle dit on a attaqué l'Irak. Est-ce que vous pouvez me dire c'était quoi les origines des terroristes qu'on nous avait montré à l'époque, les 19 les 19, il y avait 15 Saoudiens, un Égyptien, un Libanais et 2 des Émirats Arabes Unis. C'était les noms dans la liste qu'ils nous avaient donnée. Il n'y avait pas d'Irakiens, il n'y avait pas d'Afghans. Et pourtant, les États-Unis, ils ont détruit l'Afghanistan et l'Irak. Donc, c'est pour ça que son histoire de on s'en fout du droit international, ça tient pas debout. C'était une guerre pour les ressources pétrolières et c'était prévu bien avant cette intervention bien préparée par l'Amérique. Et là, ils essayent de refaire le même coup en Iran. Et donc, je pense qu'il y a plus de gens qui ont compris, qui sont moins dupes, on va dire, qui se laissent moins berner. J'espère que les séquences qu'on a vues ce soir vous auront été utiles à vous, chers spectateurs.
On vient juste de dépasser 1h30, tout pile, mais à l'instant même où tu prononçais ces mots, et 1300 personnes en direct. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde avec nous. Donc, il faudra qu'on fasse des sujets plus légers, peut-être, plus souvent. Ouais, bah écoute, c'était pas qu'on a dit on va faire une sorte de petite rétrospective aujourd'hui, parce que j'imagine que vous êtes partis acheter ou chasser des œufs avec vos enfants dans le jardin. Il faisait beau aujourd'hui, voilà, il fallait que ça soit plus trivial, quoi. Et j'espère que vous avez passé un moment avec vos proches. Et si vous étiez tout seul, je vous embrasse très fort, parce que je sais aussi ce que c'est que d'être tout seul parfois pendant des fêtes, voilà, des moments familiaux. Et je rappelle que cette émission est rendue possible par le magazine Nexus, donc le nouveau numéro, le numéro 163, mars-avril. Vous le trouvez en kiosque. Voilà. On embrasse toute l'équipe d'ailleurs. Ouais, merci Nexus. Le festival en juin. Et puis, n'hésitez pas aussi, après le chat, à mettre des commentaires sous la vidéo sur le replay. Ça permet aussi d'aider au référencement, même si vous dites n'importe quoi ou juste une petite bêtise. Prout, caca, bout de bain. Et ça permet en fait de référencer la vidéo, sachant que Nexus est shadowbanné et elle devrait faire 10 à 50 fois plus de vues. Mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, ma bonne Lucienne, comme on dit. Et j'allais dire, en fait, dans le chat, je pose juste une question. Est-ce que les gens, vous aimeraient qu'un jour on fasse une émission spéciale sur le cinéma, en fait, américain, l'influence du cinéma et la propagande dans le cinéma américain pour justifier les interventions un peu partout? Je sais pas, mais en tout cas, sur Caca Boudin Prout, les gens sont réactifs. Ah, d'accord, ouais. Pourquoi pas? Super soirée, non. Plus sérieusement, les gens sont apparemment très contents de l'émission. Et si il y en a qui répondent à ta proposition, voilà, il y en a qui disent oui, de ouf, oh oui à l'ouest. Hop, je montre. Hop, allez. Bien sûr. Bah, on pourrait faire une émission comme ça, on décrypterait des scènes de films, tu vois, de blockbuster. Kaliemus qui répond yes, for sure. For sure. Ah, il n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui ont eu l'idée. For sure. Ben, on fera une émission for sure alors. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Ça roule. Bon, eh ben, écoutez, on vous embrasse tous très fort. J'espère que j'étais peut-être assez intelligible ce soir. Ça allait? Ouais, non, c'était très bien, Raph. Merci à tous dans le chat. On salue Miloud et Lazare qui n'étaient pas avec nous ce soir, mais peut-être la prochaine. Hein. Et à bientôt. Il y a Okoito qui dit émission JCV. C'est pas la seule, il y a plusieurs qui proposent. Une spéciale Jean-Claude Van Damme. Celle-là, franchement, il va falloir préparer les. Non, mais j'aimerais bien. Mais tu sais quoi, je pense que je suis sûr, Jean-Claude Van Damme, si on le contacte, moi je suis persuadé qu'il sera OK pour participer à un live avec nous. Il y a un moyen. Ah ouais, tu penses? Bah oui, parce que en fait, je connaissais un gars, il faut que je relance. J'avais un contact qui connaissait Jean-Claude Van Damme, et je sais que on pourrait, il s'en fout, il pourra intervenir vite fait. Pas toute l'heure du truc, mais en tout cas, je pense qu'il pourra intervenir vite fait dans un live pour rigoler comme ça. Ok. Ça pourrait être sympa. Écoute, ce serait génial. Ben, en tout cas, les gens sont chauds. Hein. Dans le chat, les gens sont chauds. Ouais. Allez, merci à tous. Bonne soirée, ouais. À bientôt. Prenez soin de vous et on vous aime.